Chapitre 5. Le serment de la fratrie Hidalphe. La porte s'ouvrit brusquement sur Madame Hidalphe décoiffée, le teint blafard, qui s'empara de son fils comme d'un agneau égaré au cœur d'une forêt. « Oh mon petit Mathieu, j'ai eu si peur pour toi !» Mathieu, un peu désarçonné, jeta un coup d'œil à la pièce par-dessus l'épaule de sa mère. Monsieur Hidalphe, Arménon du Lac et l'archiduc de Darnard étaient réunis au salon. Ils marchaient tous les trois en rond, absorbés par d'intenses réflexions. L'archiduc adressa un sourire à Mathieu, un de ces sourires à peine visibles qui s'effacent aussitôt derrière une gravité extrême. Monsieur Hidalphe observait ses bottes en marchant vivement. Puis, d'un seul coup, il s'écria. « Par mon manoir, un parchemin rouge et inviolable et irrévocable. C'est insensé, ils ne peuvent pas revenir sur leurs paroles. » Il faut que... Attends. Il faut que les experts envisagent toutes les possibilités, mon bon Rigord, objecta l'archiduc à voix basse. Monsieur Hidalphe se remit à tourbillonner, tandis que Madame Hidalphe donnait un grand baiser à son fils. « Peut-on marcher en rond tranquillement, oui ou non ?» s'emporta soudain Monsieur Hidalphe. « Mathieu, au lit !» Même Madame Hidalphe enjoignit vivement Mélusine et Méchantine à s'inviter au manoir à l'occasion, puis elle traversa la bibliothèque d'un pas pressé en serrant la main de Mathieu. « Que se passe-t-il, maman ?» Madame Hidalphe ouvrit la porte de sa chambre, caressa Bouchetou, accourut et dit d'une voix mal assurée. « Il ne se passe rien, Mathieu, rien d'important, des problèmes de grandes personnes. Je suis heureuse de constater que ton chien va mieux. » Mathieu haussa les sourcils. Il entendait presque battre le cœur de sa mère. Que signifiait cette histoire de parchemin inviolable ? « Le roi est mort, c'est ça ?» lâcha-t-il avec inquiétude. « Mais non, qu'est-ce que tu racontes ? Le roi va très bien. »« Ah bon ?» fit Mathieu rassuré pour sa bêtise. « Mais s'il n'est pas mort alors ? Qu'est-ce qui est mort ? Qui est-ce qui est mort ? » ?»« Personne n'est mort. Le calot de ton père n'a pas semblé plaire au grand busier, voilà tout. » Mathieu dévisagea sa mère en tâtant le paquet rouge dissimulé sous sa chemise. « Je peux dormir avec mes sœurs ?» suggéra-t-il prudemment. « Tiens, c'est nouveau ça !» fit Madame Hidalphe en s'efforçant de rire. « Non, un grand garçon de 10 ans ne dort pas avec ses sœurs. »« Mais un petit garçon de 10 ans ?»« Ne bouge pas d'ici, mon chéri, bonne nuit !» Et Madame Hidalphe s'empressa de rejoindre le salon. Au moment précis où la poignée tournait, Mathieu était déjà sorti de son lit. Lorsqu'il fut certain que le couloir était désert, il approcha à pas de loup de la chambre de Juliette d'or et l'ouvrit sans cérémonie. Un bruit résonna dans la pénombre, une nymphette illumina la pièce, et Mathieu surprit sa grande sœur, pétrifiée, occupée à nouer des draps. « Mais que fais-tu ? Mathieu, ne me refais plus jamais ça. Tu sais que tu dois gratter à la porte pour m'avertir de ta présence, » balbutia Juliette en reprenant son souffle. « Mais que fais-tu ? En fait, j'ai un rendez-vous, et je suis déterminée à m'y rendre coûte que coûte, et quoi qu'il se soit passé. »« Et que s'est-il passé ? » ?»« Tu t'en doutes bien, je n'en sais rien. » Le ton de Juliette apprit à Mathieu qu'elle n'avait pas encore digéré son allusion à ses oreilles au cours du dîner. « Je suis désolé pour tout à l'heure, » prétendit-il. « Tu es de loin la plus belle jeune fille du royaume. » Juliette parut s'apaiser. « Au contraire, je te remercie, » répondit-elle avec orgueil. « J'avais besoin d'un bon prétexte pour quitter la salle. Bref, lorsque tu es remonté pour te changer, je me suis absenté un instant, géré par le plus grand des hasards autour de l'école de l'élite. » Mathieu comprit au teint de Juliette que le plus grand des hasards n'était autre que son amoureux secret. Il préféra se taire pour le moment. « Pour être plus précise, » poursuivit Juliette, « j'étais même à l'intérieur de l'école. »« Quoi ?» s'étrangla Mathieu, fou de jalousie. « Tu es déjà entré ?»« Oui, tout à l'heure. C'était la première fois, » s'exclama-t-elle avec une vive fierté. « Voilà longtemps que je cherche un moyen d'y pénétrer. Ce soir, la comtesse d'Acour était retenue dans la salle cérémonie. Je ne risquais rien. » Elle changea d'expression en ajoutant. « Mais ne me coupe pas la parole, je te prie. » Son ton était glacé lorsqu'elle s'écria. « Soudain, 10 élitiens sont apparus sous mes yeux. Oui, 10. J'ai juste eu le temps de me cacher. Louis Serra est à leur tête. Et tu ne me croiras pas,
Tu me crois, et tu ne me croiras jamais. Il était couvert de sang. Mathieu fixait sa sœur avec un mélange d'envie et d'épouvante. Je me suis dit qu'il valait mieux que je retourne rapidement dans la salle cérémonie, reprit Juliette. Au moment où je m'y suis installé, les Élitiens que j'avais aperçus dans l'école y sont entrés à leur tour, comme une tempête. Louis Serra semblait avoir été mordu à l'avant-bras. Il tenait à la main une feuille de parchemin rouge, déchirée en deux. Il a prononcé quelques mots à l'oreille du grand busier, qui s'est levé brusquement, livide. Bien sûr, l'archiduc, placé à proximité du roi, a entendu la révélation de Louis Serra. Tu sais comment il est bavard. Les adultes ont été mis au courant en 10 secondes, et crois-moi, ils ont semblé terrifiés. Je n'avais jamais vu ça. Les visages ont pâli, comme si on avait soufflé sur eux de la farine. Maman a même pleuré. Elle a essayé de le dissimuler, mais je suis bien aperçu que ses yeux brillaient différemment. Ensuite, des soldats ont raccompagné les convives dans la tour des nobles. Et moi qui ai 16 ans, et qui en aurai 17 dès l'année prochaine, moi qui suis indépendante, on a refusé catégoriquement de me dire ce qu'il se passe. Mais l'école de l'élite sera au courant, elle. Elle est toujours au courant de tout. C'est pourquoi j'y retourne ce soir. Juliette d'Or se tut en rougissant à nouveau. Tu as rendez-vous avec ton amoureux, c'est ça lança Mathieu accusateur. Ça ne te regarde pas, trancha-t-elle. Tout ce que je veux, c'est trouver un moyen de quitter l'appartement ce soir. Je vais t'aider pour les draps, décida Mathieu. Il commença à les nouer avec les rideaux lorsque la porte s'ouvrit une nouvelle fois. Mathieu et la grande Juliette cessèrent aussitôt leur activité, prêts à affronter le courroux sempiternel de M. Hidalphe. Mais les deux petites Juliettes entrèrent sur la pointe des pieds en chuchotant. Que s'est-il passé à votre avis? On ne sait pas, reconnut Mathieu. Mais c'est sûrement très grave. J'ignore si on s'en sortira cette fois-ci. Papa a évoqué un combat sanglant, raconta Juliette Desreins. Comme c'était moi, il n'a pas pris garde. Mais vous vous enfuyez? Oh que oui, admit Mathieu. Moi aussi j'ai rendez-vous. Juliette d'Or reposa fermement les draps et le questionna avec autorité. Pas avec une fille, geste tout de même. Eh non, pas avec une fille. Je n'ai que 10 ans, pardi. Je vais à la grille upineuse. Tu vas à l'école? Oui, Pierre m'y attend à 1 heure. Par la barbe bleue d'Origan, j'ai rendez-vous à 1 heure moi aussi. Il est hors de question que nous y allions ensemble. Par la barbe froissée de maître Magimel. Pourquoi se moqua Mathieu. Ton amoureux est encore plus laid que celui d'avant? Je veux voir ça. Juliette lui asséna un coup d'oreiller sur la tête. Il est plus beau que Louis Serra, prétendit-elle. Plus beau que Louis Serra? Personne n'est plus beau que Louis Serra. C'est le capitaine, objecta Mathieu. Je ne veux pas que tu saches qui c'est, voilà tout, conclut Juliette d'Or. Oh, vous ne pourrez jamais sortir avec les draps, les interrompit Juliette Desreins de sa petite voix aiguë. Nous sommes au 10e étage et chaque appartement a une hauteur de plafond digne d'un géant. C'est vrai, ça, gronda Mathieu. C'est une idée d'évasion insensée. Moi, j'ai trop peur pour sortir, avoua la petite Juliette. Mais je veux absolument savoir ce qu'il se trame. Je propose un marché. Juliette d'Argent et moi-même, nous vous aidons à quitter l'appartement ni vu ni connu. Et en revenant, vous nous dites de quoi il s'agit. Marché conclu? Les enfants levèrent la main droite en chantonnant. Pratiri Hidalphe à la vie et à la mort, au nom du serment papa en âge, marché conclu. Alors en route, s'exclama Mathieu, et déjà 1 heure moins 20. Les 4 enfants Hidalphe avaient développé un talent incomparable pour la bêtise organisée au cours de leur prime jeunesse. Ils avaient même rédigé un traité de la bêtise avec des dizaines de serments et une législation qui les liait tous les uns aux autres. Le serment le plus consacré était celui connu sous le nom de papa en âge, qui désignait toutes les bêtises nécessitant une précaution particulière vis-à-vis de M. Hidalphe. Agenouillée derrière la double porte close de la bibliothèque, Juliette d'Or scrutait le salon par le trou de la serrure. Les 3 autres enfants Hidalphe écoutaient attentivement, l'oreille collée contre le bois. « Qu'est-ce que tu vois » chuchota Mathieu. « Chut !» fit Juliette. « Si tu ne dis rien, c'est moi qui regarde. Depuis ton départ, nous avons modifié le code fraternel, et c'est moi qui suis devant la serrure. »« Chut ! Maman est sur le canapé, blanche comme bouche-tout. Elle prend un livre. Non, c'est un mouchoir, elle le lit. Je veux dire, elle se mouche.
Elle s'est mouchée, elle. Mathieu regarde mieux que toi, remarqua Juliette d'Argent. On se fiche du mouchoir de maman, renchérit Mathieu. Que fait papa, pardi? Je ne vois plus ni papa, ni Armémon, ni l'archiduc. Ils ont dû sortir. Alors ce sera un jeu d'enfant, se réjouit Mathieu. Suivons la procédure du cauchemar. Juliette Desreins feint un mauvais rêve et nous nous faufilons. Tu sous-estimes maman, répliqua Juliette d'Or. Elle se méfie de plus en plus de toi. Elle vérifiera tout de suite dans ta chambre. J'y mets mes cheveux à couper. C'est toi qui nous sous-estimes, rétorqua Mathieu avec un sourire supérieur. Depuis ton départ du manoir, les procédures ont nettement évolué. Tu vas voir comme nous allons berner maman. Mathieu retira son bonnet de nuit rouge qu'il confia à Juliette d'Argent. Ils avaient eu l'idée de cet échange en lisant un célèbre conte un soir. Juliette d'Argent enfila le bonnet de son frère comme s'il n'y avait rien de plus naturel au monde. Juliette d'Argent va dans mon lit, expliqua Mathieu à sa grande sœur. Elle bouge un peu lorsque maman s'assure de ma présence, et hop, moi je suis dehors en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, même très rapidement. Maman ne contrôle jamais la chambre de Juliette d'Argent à cause de l'accord. Sage comme du potage, tu verras. Un instant plus tard, la petite Juliette Desreins était couchée dans son lit, Juliette d'Argent dans celui de Mathieu, et les deux autres enfants Idalphe, aux aguets, s'étaient cachés dans la chambre de leurs parents. Comme convenu, Juliette Desreins poussa un cri sonore. Madame Idalphe accourut, mais la première chambre qu'elle visita fut celle de Mathieu, comme les enfants l'avaient prévu. Lorsqu'elle identifia le bonnet rouge de son fils et qu'elle entendit quelqu'un remuer, elle referma la porte en se reprochant d'être une mère si soupçonneuse, et pénétra dans la chambre de Juliette Desreins, larmoyante. Mathieu et Juliette d'Or échangèrent un sourire complice en bondissant dans la bibliothèque. Ils la traversèrent à toute allure, s'engouffrèrent dans le salon, approchèrent de la porte d'entrée qui s'ouvrit brusquement toute seule. Hélas, il n'y avait rien de magique dans cette mauvaise surprise. Le dos de M. Idalphe apparut dans l'entrebâillement. Heureusement, il saluait l'archiduc, qui s'efforça de le retenir, le temps que Mathieu et Juliette se jettent derrière un fauteuil. M. Idalphe entra alors, lançant sa perruque sur le siège derrière lequel étaient accroupis ses deux enfants. Il s'y assit avec la légèreté d'un ogre au terme d'un festin sanglant et murmura tout seul. « C'est une catastrophe, ou plutôt c'est un euphémisme !» Mathieu et Juliette échangèrent un regard interrogateur, ni l'un ni l'autre ne sachant précisément quel genre de catastrophe pouvait être un euphémisme. M. Idalphe reprit sa discussion solitaire. M. Idalphe reprit sa discussion solitaire. « C'est la pire catastrophe que je pouvais imaginer. » Alors ça va, chuchota Mathieu, tout le monde sait qu'il n'a aucune imagination. M. Idalphe se tut comme s'il venait de constater quelque chose d'inhabituel. Mathieu et Juliette retinrent leur souffle. Le sous-consul se leva d'un bond et avança droit vers la bibliothèque. « Emma, où es-tu » ? La petite a fait un cauchemar, expliqua Madame Idalphe. Le sous-consul eut un sursaut, puis il s'écria en marchant à grands pas vers la chambre de son fils. « Comment as-tu pu y croire? C'est un complot orchestré par Mastieux. Je suis sûr qu'il essaie de faire une bêtise quelconque pour satisfaire les journaux. À l'heure où nous parlons, il est loin, quelque part dans le château. » J'ai vérifié, il est dans sa chambre,
répliqua madame Idalphe. Ne l'accuse pas sans cesse à tort, il n'a pas été transformé par le mage Bergamote, après tout. Le plus grand tour de magie de cet imbécile a consisté à transformer un radis en carotte. Et M. Idalphe voulut s'assurer par lui-même de la présence de son fils. Il perçut un mouvement dans le lit silencieux et tourna la clé, restée sur la serrure d'un air presque contrarié. Je préfère l'enfermer, dit-il. Je dépose la clé sur la table du salon. Il se tut un instant, puis repartit de plus belle. J'y pense, si ce n'est pas Mathieu, ce serait bien sa grande sœur qui aurait repris sa fonction de leader de la bêtise. Elle m'a semblé bien disposée à aller se coucher. Un comportement trop avenant. Dissimule toujours un mauvais coup. As-tu contrôlé sa chambre? Juliette et Mathieu étaient si proches qu'ils se sentaient trembler mutuellement. Non, reconnut madame Idalphe d'un ton réprobateur. Mais enfin, Juliette a maintenant 16 ans et n'habite plus avec nous depuis plusieurs mois. Tu pourrais lui accorder ta confiance. Tu es bien naïve, ma chère épouse, constata M. Idalphe. Je me souviens de nos 16 ans, et il est hors de question que ma propre fille... M. Idalphe cessa de parler. Il avait ouvert la porte de Juliette d'Or. Elle nous a bernés, je n'ose pas y croire, et pourtant j'en étais convaincu, 16 ans, même sa grand-mère n'avait pas découché si tôt. Quelle horreur, 16 ans, 15 années l'année dernière. Nous sommes concentrés sur Mathieu qui, au fond, à part une bêtise par an, n'est pas si terrible. Et l'étage du dessous en profite pour faire les siennes. Je vais fouiller le château de fond en comble et ramener Juliette au manoir. Je ne vois que trop bien à quoi il lui sert de danser. Je savais que nous n'aurions jamais dû la laisser partir, pardon. Les autres jeunes filles en ont sûrement fait une pompousse. Mathieu compatissait au malheur de sa grande sœur, occupée à griffonner un roman sur un bout de papier qu'elle plia bientôt en 4. Mathieu, je peux te faire confiance? C'est un secret, non. Je te fais confiance tout de même. Dépose ce mot dans le casier bibliothèque du dortoir des prétendants. Pierre saura où il se trouve. Tu ne le lis pas, n'est-ce pas? Non. Va et découvre ce qui s'est passé ce soir. Tout seul? Bredouilla Mathieu. Tout seul, confirma sa sœur d'un ton tranchant. Et souviens-toi, tu ne lis pas mon mot. Elle poussa son frère en direction de la porte d'entrée. Mathieu l'entendit demander, juste avant de refermer derrière lui. « Maman, puis-je boire une tisane, nuit mortelle? Toutes ces émotions m'empêchent de dormir. » Mathieu refermait la porte et écouta un moment. L'oreille collée contre le chêne, sa mère s'adressait à M. Idalphe d'un ton sévère. « Tu vois bien, Rigord, tu doutes de tes propres filles. » L'accord sage comme du potage était un des coups de génie de la fratrie Idalphe. Les enfants avaient choisi de protéger systématiquement Juliette d'Argent devant leurs parents. Ils la poussaient même à dénoncer des bêtises mineures de la fratrie et avaient feint toute leur jeunesse de la détester. Certes, ils ne faisaient pas de bon cœur, parce qu'elle n'avait pas été punie depuis une décennie, mais grâce à ce petit sacrifice, le couple Idalphe ne la soupçonnait jamais de comploter dans son dos. C'est toujours pareil, on fouillait d'abord la chambre de Mathieu, puis celle de Juliette d'Or. On avait également des soupçons concernant la petite Juliette d'Airain, trop influençable. Mais jamais, jamais on ne prenait le risque de réveiller la douce, charmante et hypocrite Juliette d'Argent. À cette heure avancée, les allées du château se ressemblaient comme Mélusine et Méchantine dans leurs robes violettes. Mathieu avait appris très tôt à vagabonder dans le manoir Idalphe la nuit, mais le château du roi était un redoutable labyrinthe. Il allait s'égarer lorsqu'un trait de lumière traversa le plafond noir. Une voix incrédule s'exclama. « Mathieu Idalphe !» Mathieu leva les yeux. Une nymphette virevoltait dans tous les sens au-dessus de lui. La lumière qu'elle produisait éclairait des joues légèrement roses. Ses joues légèrement roses. « Je suis la nymphette Aurore !» exulta la créature en tournoyant autour de Mathieu. « Des rumeurs prétendaient que votre père vous avait fait assassiner il y a 2 ans. Je suis tellement heureuse de vous savoir sain et sauf. Que faites-vous à une heure si tardive? Menez-vous une nouvelle révolte ?» Depuis qu'il les avait poussés à entreprendre la première grève de leur histoire, Mathieu avait noué des liens fermes avec les nymphètes. Un sourire ému se dessina sur ses lèvres.
Enchanté, Aurore, répondit-il en s'inclinant. Hélas, je ne suis pas ici pour organiser une révolte. Je me suis égaré, je cherche... Mathieu baissa d'un ton et chuchota comme s'il s'agissait d'un secret absolu. Je cherche la grille épineuse des Élitiens. À ces mots, Aurore rougit comme un soleil couchant. Elle fonça dans les couloirs du château, désignant un fil de lumière dans l'obscurité. À minuit 59, Mathieu éteignit le pupitre extérieur de l'école, à côté du bassin luisant. Il remarqua de larges traces d'eau, c'est-à-dire Origon avait dû passer par là récemment et pouvait surgir d'une seconde à l'autre. Mathieu se réfugia derrière une statue de Buse, en gardant la grille épineuse en ligne de mire pour attendre Pierre. Excepté l'immense arbre lumineux qui éclairait le mur de ronces noires, tout était si sombre que Mathieu appréciait la présence d'Aurore. Elle était perchée sur son épaule, son regard étincelait de bonheur dès qu'elle croisait celui de Mathieu. Une heure sonna dans les galeries alentour. Une ombre approcha de l'intérieur de l'école. Quelqu'un patientait silencieusement devant le tronc, à l'abri des épines. Mathieu, les yeux plissés, se demandait ce que voulait cet emportant. Lorsqu'il comprit brusquement qui il était. C'est l'amoureux de Juliette d'Or, s'étrangla-t-il. Il redoubla d'attention et s'agenouilla de manière à pouvoir l'espionner à son aise. Il faisait malheureusement trop sombre pour qu'il puisse l'identifier. En tout cas, Juliette ne faisait plus dans le gringalet. Cet amoureux-là était sûrement plus grand que M. Hidalphe. Si seulement je voyais au moins sa couleur de cheveux, pensa Mathieu, je pourrais faire un chantage formidable à Juliette et j'aurais le droit d'habiter sa chambre au manoir. Mathieu réalisa sans tarder qu'il devait faire face à un nouveau problème. À coup sûr, Pierre attendait dans la tour les escaliers que l'amoureux de Juliette débarrasse le plancher. L'amoureux attendait lui-même pour rien que Juliette se présente, et tous les trois risquaient de passer la nuit dans cette imposture incontournable, inconfortable. La situation réclamait donc une initiative mûrement pesée. Mathieu songea alors aux mots que sa sœur lui avait confiés. Il n'avait l'air de rien du tout, plié dans sa main. Il l'ouvrit délicatement en s'efforçant d'étouffer les bruissements de papier. Avec une joie mêlée d'étonnement, Mathieu découvrit que le billet lui était destiné. Heureux de l'attention de Juliette, il le lut avec empressement. Mathieu, si tu tiens à ta misérable existence, je te conseille vivement de refermer ce bout de papier avant de lire les lignes qui suivent, parce que si par malheur tu ne le refermes pas en croisant ton petit regard d'enfant chétif demain matin, je le saurai tout de suite, et je me débrouillerai pour que toutes les filles du château te détestent. J'inventerai d'horribles... Tu es une quiche. Oui. Je le saurai tout de suite et je me débrouillerai pour que toutes les filles du château te détestent. J'inventerai d'horribles histoires sur ton compte. Plus personne ne t'aimera. Mathieu éloigna le billet comme s'il risquait de lui brûler les yeux. Il convenait de réfléchir. Juliette méritait-elle qu'il obéisse, oui ou non? Après tout, il n'avait que 10 ans. D'ailleurs, en écrivant ces mots insultants, Juliette venait de prouver qu'elle ne lui accordait aucune confiance. C'était intolérable. Pour se venger, Mathieu décida de reprendre sa lecture. Mon cœur. Il s'arrêta et ricana tout seul dans l'obscurité. Mon cœur, chuchota-t-il. Si papa voyait ça, le sien cesserait de battre. Mon cœur, je ne pourrais pas venir ce soir à cause de mon père, mais j'ai chargé mon frère de déposer ce message où tu sais. J'ignore ce qu'il s'est passé tout à l'heure dans la salle cérémonie, mais sois très très prudent. Demain, mon père emmène Mathieu faire des courses, et ma mère et mes sœurs vont visiter la SCS. Mathieu s'arrêta. La SCS? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Un musée? Une fabrique de chaussettes Solélines? On ne l'informait jamais de rien. À 13 heures, je serai complètement seul, et nous aurons beaucoup de temps devant nous, sans devoir nous cacher, dans l'appartement numéro 10 de la Tour des Nobles. Si tu estimes que mon frère a lu ce papier, tue-le de ma part. 1001 soupirs transis, ta Juliette. Mathieu déglutit péniblement en épiant l'imbécile qui attendait sans scier. Il n'avait jamais vu d'autruche, mais il avait le pressentiment qu'une autruche devait ressembler à un amoureux donnant un rendez-vous interdit, en ne comprenant pas pourquoi sa bien-aimée n'arrivait pas à l'heure convenue, et dire que Juliette allait profiter de ses courses avec son père pour fréquenter un jeune homme. Si ses parents savaient ça... Mathieu se décida à remettre le billet en main propre au mystérieux inconnu. C'était l'unique moyen de s'en débarrasser, et il découvrirait son identité en prime. Il fit un pas à droite de la statue de Buse lorsqu'un orage éclata au-dessus de sa tête.
C'était l'eau du bassin qui se soulevait. Mathieu plongea juste à temps derrière la statue, tandis que la nymphette Aurore, effrayée, s'élançait comme une flèche jusqu'au plafond. 3 ombres émergeaient du bassin. Mathieu reconnut la silhouette intimidante de Stadir Origan. Le sorcier accompagnait Louis Serra, dont le visage était fermé à double tour, et un homme enveloppé dans un long manteau bleu, armé d'une parapluie noire. Les voyageurs semblaient avoir été interrompus en pleine discussion. « Je ne peux pas rester enfermé nuit et jour dans l'élite, directeur Magimel, affirma Louis Serra d'un ton catégorique. Mathieu écarquilla les yeux. Il reconnaissait à présent la silhouette du juriste de son père, qui ne quittait pourtant son bureau que pour écouter les histoires de Madame Idalphe. L'illustre magistrat avait sans doute été directeur de l'école de l'élite, à en croire le titre qui venait de lui donner Louis Serra. Il répondit avec un mélange d'agacement et d'inquiétude. « Ah, vous n'avez pas le choix, Louis. Les Éliciens sont d'une variance rare, mais vous ignorez tout de vos ennemis. Ils vous attendront si vous commettez la moindre imprudence. » Origan hocha silencieusement la tête en signe d'assentiment. « Rien ne prouve qu'ils vont nous attaquer, » répliqua Louis Serra. « Le serment a simplement été rompu. » Mathieu fronça les sourcils. De quel serment pouvait-il être question? « C'est un miracle que vous soyez encore vivant, Louis, » reprit Magimel d'un ton réprobateur. « Donnez-leur l'occasion de vous surprendre et vous serez assassiné avant d'avoir tiré votre épée. » En guise de réponse, Louis Serras inscrivit son nom sur le pupitre extérieur de l'école, la grille épineuse tourna gravement sur ses gonds et les 3 silhouettes disparurent. Mathieu pensa à 1000 choses à la fois. D'abord, il remarqua que l'amoureux de sa sœur s'était volatilisé. Ensuite, il se demandait où allaient les 3 hommes et pourquoi maître Magimel avait quitté sa retraite. Et enfin, pourquoi Louis Serra était-il en danger et qui pouvait bien être assez stupide pour s'attaquer au capitaine de l'élite? Dès que les pas s'éloignèrent, la nymphette Aurore descendit du ciel noir. « Est-ce que vous pouvez vous faufiler à travers les ronces de la grille épineuse pour rechercher un garçon honnête, loyal et droit qui ne vous causera aucun ennui appelé Pierre Chapelier ?» s'empressa Mathieu. « Hein ?» fit Aurore atterrée. « Je suis confuse, mais c'est hors de question, Mathieu Idalphe. Même les souris ne passent pas à travers les barreaux de l'élite. Personne n'y pénètre impunément. » « Impunément ?» Il s'y passe des choses étranges. Un jour, un loup enragé y a même été capturé. La rumeur prétend qu'il a dévoré 3 enfants avant d'être remis dans les bois par un élitien. « Oh, je n'y crois pas une seule seconde. Comment le loup serait-il entré ?» objecta Mathieu. « Mais il n'y est pas entré, allons, » expliqua Aurore. « Il venait de l'intérieur, bien sûr. » Mathieu frémit. Soudain, la grille épineuse se rouvrit silencieusement. Une petite voix appela dans l'obscurité. Mathieu reconnut la silhouette de Pierre et s'élança derrière la grille sans écouter Aurore qui virevoltait autour de la statue de Buse. La redoutable grille épineuse se referma sans bruit. Mathieu resta immobile, le cœur battant. Il s'était attendu à des trompettes pour sa première entrée dans l'école. Il fut accueilli par un silence de mort et la clarté dorée de l'arbre immense. Une couronne de branches rayonnait au-dessus de sa tête, si somptueuse qu'il ne put en détacher son regard pendant un long moment. Il dépassa le tronc robuste et se figea devant une seconde grille, plus célèbre encore que la première, la grille inviolable des élitiens. Les élèves pouvaient circuler à leur guise dans l'école, mais personne, absolument personne d'autre qu'un élitien ne pouvait franchir la grille inviolable. Le roi lui-même ignorait ce qu'il se tramait dans les entrailles du château. Mathieu approcha sans oser, toucher les barreaux argentés qui se croisaient comme des roseaux pris dans une tempête. On prétendait que ces barreaux étaient constitués des racines les plus vieilles de l'arbre doré et qu'il était impossible de les rompre. Au-delà, tout était noyé dans une obscurité permanente. Pierre passa soudain la tête entre Mathieu et la grille mystérieuse. « Suis-moi, » chuchota-t-il gravement. « Je vais te révéler ce qui s'est passé cette nuit dans l'école. » Mathieu retrouva ses esprits. Pierre s'engouffrait déjà dans la tour des escaliers, conçue de telle sorte que 10 personnes pouvaient la descendre et 10 autres la monter, sans que nul ne se croise jamais. D'étranges statues d'élitiens se succédaient dans la pénombre des marches abruptes. « Je ne les reconnais pas » s'étonna Mathieu. « Ils ont disparu depuis longtemps, » murmura Pierre. « Nous sommes dans l'escalier des capitaines. »
Plus il montait, plus les dates de disparition des capitaines élitiens gravées sur le socle de chaque statue étaient récentes. Mathieu découvrit avec stupéfaction qu'une décennie plus tôt, 8 capitaines différents avaient trouvé la mort au cours de la même année. Un seul leur succédait, Louis Serra, apaisé dans son habit de marbre. Il posait sur les deux enfants un regard figé. Quand ils atteignirent le seuil d'une galerie gigantesque et obscure, Pierre annonça à voix basse. « Ne prête pas attention aux autres élèves. Je te conduis quelque part où personne ne nous surprendra. » Au milieu d'un dédale de portes, d'escaliers et de couloirs, un tapis rouge étouffait leurs pas. Mathieu frémit légèrement. L'école semblait particulièrement agitée. On entendait parfois, au détour d'un corridor, les pleurs des prétendants les plus jeunes. D'autres, plus âgés, passaient en chuchotant et disparaissaient aussitôt derrière une porte. Personne ne dort, constata Mathieu avec un sourire émerveillé. Ah, personne ne dormira avant longtemps, après ce que nous venons d'apprendre, répliqua Pierre d'un ton froid. Le fils chapelier s'arrêta alors devant une porte des plus curieuses. Elle était arrondie et colossale, son bois se craquelait du lierre, la recouvrait abondamment. Au-dessus de son battant, des apprentis peu scrupuleux avaient griffonné grossièrement « Salle des disparus ». Un parchemin officiel mettait en garde les intrépides. Ne vous aventurez pas seul au-delà de la lisière rouge. Aucune expédition ne sera envoyée au secours des imprudents. Madame la comtesse d'Acour, directrice adjointe, avec le consentement gracieux du baron Hudson et du capitaine Louis Serra. Tu as déjà pénétré là-dedans ? S'exclama Mathieu ravi. Au moment où Pierre allait répondre, la porte s'ouvrit. Deux prétendants muets comme des tombeaux franchirent le seuil sans même lever la tête. Les yeux de Mathieu pétillèrent. De l'autre côté de la porte, un bois immense et sombre s'étendait à perte de vue. Des flambeaux portés par les prétendants au visage blafard illuminaient la lisière. Au-delà, tout n'était que ténèbres. Éloignons-nous avant qu'un prétendant de soleil ne te remarque. Les Soleilins te détestent déjà, et ils seraient heureux de nous dénoncer à la comtesse, prévint Pierre. Les deux enfants filèrent dans un sentier désert. Les chuchotements des autres élèves s'évanouirent peu à peu. Les torches parurent s'éteindre, et l'ombre s'accrut progressivement autour de Pierre Chapelier et de Mathieu Hidalphe. Il n'y eut bientôt plus un bruit. Soudain, Pierre s'arrêta aux aguets. Une lueur fascinante étincelait au milieu d'une clairière. Elle émanait d'une biche au pelage argenté qui les dévisageait majestueusement. La créature demeura immobile plusieurs secondes, puis elle disparut d'un bond dans la noirceur des bois. « Attention !» prévient Pierre. « La biche n'est jamais seule très longtemps. » En effet, un raffut assourdissant s'éleva. 6 chiens de chasse qui ressemblaient à s'y méprendre à des loups fusèrent devant Mathieu en hurlant à la mort. 4 cavaliers courbés sur leur cheval les talonnaient sans un mot. « Ce sont les apprentis, » expliqua Pierre. « Selon les rumeurs, celui qui réussira à manouer la biche rejouira d'une chance en amour à toute épreuve. Mais les élitiens prétendent que, comme l'amour, elle est impossible à emprisonner. » Un sourire indéchiffrable traversa le visage de Mathieu, puis les cris des chiens s'éteignirent, et Pierre dit avec un tremblement dans la voix « Louis Serra est menacé de mort. »